Donc, je vais plutôt parler de la partie détection exoplanètes et Anne-Sophie vous parlera plutôt du côté habitabilité, mais voilà, tout ça va un petit peu s'entremêler. Alors, je vais suivre quasiment un ordre chronologique, puisqu'on va partir de l'Antiquité et comment est-ce qu'on est arrivé à notre représentation actuelle du système solaire, et donc de là à la définition actuelle d'une planète et également d'une exoplanète. Ensuite, je ferai le statut de l'exoplanétologie à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les exoplanètes à l'heure actuelle? Et puis, je vous parlerai des différents télescopes, des différentes missions spatiales qui ont permis d'arriver à nos connaissances actuelles. Et puis, enfin, je terminerai par le futur. Quels sont les projets dans les années à venir? Et en particulier, ce qu'on veut faire maintenant dans les années à venir, c'est découvrir et étudier des exoplanètes habitables, donc qui peuvent potentiellement abriter la vie. Avant de passer la parole à ma collègue. Alors, on va partir donc de l'Antiquité. De tout temps, l'homme, l'humanité, a observé le ciel. Les Grecs anciens, les Mésopotamiens, les Égyptiens, etc., étaient tous connus pour être des astronomes. Et très vite, l'homme a remarqué que parmi les étoiles qui semblaient fixes dans le ciel, il y avait un certain nombre d'astres qui semblaient se déplacer parmi les étoiles. Et donc, en particulier, les Grecs ont appelé ces objets astres errants ou planétès en grec, d'où le mot planète en français. Alors, ces planètes se déplacent en fait parmi les étoiles qui sont fixes et montrent parfois un mouvement très complexe. Au lieu d'aller d'ouest en est, comme il devrait l'être, de temps en temps, on a un mouvement rétrograde, c'est-à-dire que la planète semble revenir sur ses pas et puis repartir dans le bon sens, entre guillemets. Et pour ça, les Grecs anciens ont été les premiers à essayer d'expliquer ça par un modèle, par une représentation mathématique, ce qu'on appelle un modèle de notre système solaire. Alors, malheureusement, ici, la photo n'est pas très bien passée, mais normalement, c'est la seule. Donc, les premiers à s'être intéressés à cette question du modèle du système solaire, c'est les Grecs anciens, avec tout d'abord Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ. Et ensuite Ptolémée, qui a un petit peu synthétisé tout ça, lui c'est 1er siècle après Jésus-Christ. Alors les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? D'abord, ils ont imaginé un système qui était centré sur la Terre, où toutes les planètes, où la Lune, le Soleil, etc., tournaient autour de la Terre. C'est relativement logique parce que ça correspond à nos sens. On a l'impression, comme ça, que le Soleil, toutes les planètes, les étoiles tournent autour de la Terre. Ensuite, les Grecs ont également imaginé que tout ça se passait sur des cercles, parce que pour eux, tout ce qui était du domaine céleste était du domaine divin, et donc il fallait représenter ça par la forme géométrique la plus parfaite possible, qui était le cercle. D'accord? Carré, rectangle, ça c'est moins parfait que le cercle. Alors pour expliquer ce mouvement rétrograde, il fallait quelque chose de plus compliqué que des cercles qui tournaient autour de la Terre. Il fallait imaginer des petits cercles qui tournaient autour de grands cercles, qui étaient eux-mêmes tournés autour de la Terre, et la Terre n'était pas tout à fait au centre du système, était un peu décalée, parce qu'il y avait certaines petites anomalies qu'il fallait expliquer ainsi. C'est Ptolémée, comme je l'ai dit, au 1er siècle après Jésus-Christ, qui a fait cette synthèse de notre représentation géocentrique, donc centrée sur la Terre, de notre système solaire, et c'est un modèle qui a tenu pendant 15 siècles. D'accord? Donc jusqu'au 15e siècle, tout le monde pensait que le système solaire était centré sur la Terre, tout comme le reste de l'univers d'ailleurs. Il a fallu attendre un moine polonais du nom de Nicolas Copernic, vers le XVe siècle, pour simplement expliquer quelques toutes petites anomalies. Le modèle géocentrique marche à peu près bien, toutes petites anomalies, notamment grâce à de meilleures observations. Et en fait, Copernic s'est rendu compte qu'en imaginant, on avait découvert aussi entre-temps que le Soleil était beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre. Et donc, en imaginant que c'était le Soleil qui était au centre du système et que la Terre était une planète comme les autres qui lui tournait autour, c'était beaucoup plus facile, c'était un modèle beaucoup plus simple et c'était beaucoup plus facile d'expliquer les choses. Alors là, malheureusement, on n'a pas la figure, mais bon, vous connaissez tous la représentation héliocentrique du système solaire, donc où le Soleil est au centre et où la Terre est une planète comme les autres qui tourne autour du Soleil. Alors, Copernic n'est pas la fin de l'histoire. Il y a eu Galilée, il y a eu Kepler, il y a eu d'autres grands astronomes qui ont raffiné le modèle de notre système solaire. Et puis en fait, la définition d'une planète du système solaire, c'est quelque chose qui a encore fait l'objet de vastes débats très récemment, puisque la définition actuelle d'une planète, c'est quelque chose dont on a fixé la définition en 2006, donc il n'y a même pas 10 ans. D'accord ? Donc en 2006, l'Union astronomique internationale, qui est un regroupement qui regroupe les astronomes du monde entier et qui fait autorité à la matière,
a établi qu'une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique, ça veut simplement dire une forme presque ronde. Vous connaissez les comètes, grâce à la mission Rosetta de la semaine passée, vous connaissez les météorites, les petits corps du système solaire, qui ne sont pas ronds, c'est des cacahuètes, c'est des trucs un petit peu compliqués. Mais à partir d'une certaine masse, typiquement vers 600-700 km de diamètre, on peut arriver à une forme presque ronde, d'accord ? Et on dit que pour être une planète, il faut avoir une forme presque ronde. Et enfin, le dernier point a fait couler pas mal d'encre, notamment en 2006, c'est qu'une planète a nettoyé le voisinage de son orbite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres objets aussi massifs qui partagent à peu près la même orbite autour du Soleil. D'accord ? Pour ceux qui s'en souviennent, c'est ainsi qu'on a rétrogradé en quelque sorte la planète Pluton, qui était considérée comme une planète. Moi, quand j'étais petite, et vous aussi, on disait que Pluton était une planète. Maintenant, on considère que Pluton est ce qu'on appelle une planète naine, à l'instar de d'autres objets qu'on a découverts depuis, et n'est plus considéré comme une planète à part entière. Donc, voici notre représentation héliocentrique du système solaire. Alors, on n'est pas à l'échelle ici, sinon il me faudrait au moins la salle, si pas plus. Notre système solaire, c'est 4 petites planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont des planètes qu'on dit telluriques, c'est-à-dire principalement constituées de roches et qui sont proches du Soleil. La Terre, comme vous le savez, met 1 an à faire le tour du Soleil, Mars met un peu moins de 2 ans. Et puis ces 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont, elles, principalement constituées de gaz, c'est-à-dire il n'y a pas de sol sur ces planètes-là, ce sont des boules de gaz. Éventuellement peut-être au cœur, mais voilà, l'essentiel de la masse, c'est du gaz. Ce sont des planètes beaucoup plus éloignées, avec Jupiter qui est à 11 ans, Saturne à 30 ans et Uranus et Neptune encore beaucoup plus loin. Ça, c'est voilà, notre système solaire, donc les planètes telluriques rocheuses qui sont proches et les planètes géantes gazeuses qui sont loin. D'accord ? Alors, passons maintenant aux exoplanètes. Alors, la définition en pratique que l'on utilise pour une exoplanète, c'est un objet qui est en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. C'est aussi un objet qui a une masse suffisante pour arriver à une forme presque ronde. Et puis enfin, c'est une définition qui a une part d'arbitraire, mais on définit qu'une planète a une masse maximale de 13 fois la masse de Jupiter. Au-delà de 13 fois la masse de Jupiter, en fait, les calculs ont montré qu'on commence à amorcer certaines réactions de fusion nucléaire, et c'est-à-dire à ce moment-là, on est plutôt dans le domaine des étoiles que dans le domaine des planètes. Cela dit, voilà, c'est une définition. Ces dernières années, on a découvert par exemple beaucoup de planètes flottantes, libres, qui n'orbitent autour d'aucune étoile. Et donc, c'est une définition qui va probablement devoir évoluer dans les années à venir. Maintenant, voilà, c'est celle que je vais utiliser pour aujourd'hui, et c'est celle qu'on utilise, je vais dire, en pratique dans la communauté. Alors, je passe maintenant à la partie détection des exoplanètes. Comment est-ce qu'on s'y prend pour détecter une exoplanète ? Alors, il faut s'imaginer que c'est typiquement détecter une mouche à côté d'un phare. Une planète, ça va être des milliers de fois, sinon des millions de fois moins lumineux qu'une étoile. D'ailleurs, une planète n'a pas de luminosité, n'émet pas de lumière visible par elle-même, elle ne fait que refléter la lumière visible de son étoile. Et donc, il faut mettre en place des stratégies un petit peu intelligentes, un petit peu subtiles, pour détecter les exoplanètes. Alors, d'ailleurs, l'idée que notre système solaire, que des planètes autour du Soleil, on n'était pas les seuls dans cette configuration-là, puisqu'on a très vite compris que les autres astres dans le ciel, c'était des étoiles. Donc l'idée qu'il y avait d'autres systèmes planétaires autour d'autres étoiles, c'est quelque chose de relativement ancien, philosophiquement, et Anne-Sophie vous en parlera. Alors, la première façon de détecter une exoplanète, c'est de détecter le petit mouvement qu'elle induit sur son étoile. On dit toujours, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil. En fait, si on veut être très rigoureux, c'est la Terre et le Soleil orbitent autour de leur centre de masse commun. D'accord ? Cela dit, le Soleil est beaucoup, beaucoup plus massif que la Terre, et donc le centre de masse du système, c'est quasiment le centre du Soleil. D'accord ? C'est minuscule. Mais si la planète est suffisamment grosse et relativement proche de son étoile, on va pouvoir détecter ce petit mouvement de l'étoile qui est dû à la planète. Alors, j'ai des petites vidéos qui auraient pu marcher, mais voilà, je vais vous les montrer de façon un petit peu plus compliquée. Donc, voilà, on a une étoile, une planète ici. Alors ici, on est très exagéré.
la planète et l'étoile ont quasiment est très proche et très massive, donc on voit que ça orbite bien autour du centre de masse, et c'est bien ce qui se passe en réalité. Et puis, on va passer à une configuration un petit peu plus réaliste, c'est-à-dire où la planète est beaucoup plus éloignée et beaucoup moins massive, et on voit qu'on a un tout petit mouvement de l'étoile autour du centre de masse. Ce petit mouvement-là, c'est quelque chose qu'on est capable de détecter avec les instruments les plus sophistiqués, et c'est ainsi qu'on découvre, notamment qu'on découvre des exoplanètes. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Voilà, comment est-ce qu'on fait? On va pas? Voilà. Alors, ce petit mouvement de l'étoile, en fait, quand elle se rapproche de nous, la lumière qu'on reçoit de l'étoile est un tout petit peu décalée vers le bleu, et quand elle s'éloigne de nous, elle est un tout petit peu décalée vers le rouge. Pourquoi? C'est simplement l'effet Doppler. Vous connaissez tous l'effet Doppler, c'est ce qui se passe quand on croise une ambulance. Quand on se rapproche, ou que l'ambulance se rapproche de nous, le son est de plus en plus aigu et décalé vers les hautes fréquences, vers le bleu, tandis que lorsqu'on a croisé l'ambulance, subitement, le son devient de plus en plus grave, se décale vers les basses fréquences, se décale vers le rouge. Eh bien, pour une étoile qui bouge un tout petit peu autour du centre de masse à cause d'une exoplanète, c'est exactement la même chose. Voilà, alors, encore une fois, pour aller un tout petit peu plus là dans les détails, pour ceux qui connaissent déjà, ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on mesure ce tout petit effet d'éloignement et de rapprochement de l'étoile? C'est grâce au ray d'absorption dans le spectre. Alors, dans l'atmosphère d'une étoile, il y a des tas d'éléments, il y a du fer, il y a de l'hélium, il y a du nickel, etc. Et ces éléments vont absorber la lumière à certaines longueurs d'onde. Et donc, dans le spectre qu'on reçoit de l'étoile, on va avoir des bandes, ce qu'on appelle des bandes d'absorption. Et ces rays bougent avec l'effet Doppler. Alors, ici, on n'a pas l'animation, mais on verrait qu'ici que ces rays sont de temps en temps décalés vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche, etc. C'est ainsi qu'on mesure les variations de vitesse radiale, d'où le nom de méthode des vitesses radiales, qui est une des grandes méthodes pour détecter les exoplanètes, et qui permet de déduire la masse de la planète, parce qu'on imagine bien que plus la planète est massive, plus elle va influencer son étoile, d'accord ? Et puis ça permet également, si on a la chance d'observer suffisamment longtemps, de permettre de déterminer l'orbite de la planète, et en particulier la période de rotation de la planète autour de l'étoile, ou plutôt, si je vais être parfaitement rigoureuse, autour du centre de masse du système. D'accord ? Donc voilà pour la méthode des vitesses radiales. Alors, il y a une autre grande méthode de détection des exoplanètes qui s'appelle méthode des transits. Alors ces deux méthodes, en fait, vitesse radiale et transit, là aussi c'est des choses qui sont connues depuis assez longtemps, depuis plusieurs siècles. En fait, des scientifiques ont imaginé qu'on pouvait utiliser ces méthodes pour détecter des exoplanètes, mais ce n'est que ces dernières décennies, ces dernières années, que les instruments ont été capables d'être suffisamment sensibles pour détecter une exoplanète. Alors, la méthode des transits, c'est plus simple, je dirais conceptuellement. C'est simplement quand une planète passe devant son étoile, elle passe exactement entre nous et son étoile, et donc elle l'éclipse, elle obscurcit une partie de l'éclat de l'étoile, et on a une petite baisse de l'intensité de l'étoile. Alors, là aussi, j'ai une petite animation très illustrative. Voilà. Donc, ici, on a la luminosité de l'étoile. La planète qui passe devant, pouf, ça diminue. Elle obscurcit toujours la même partie de l'étoile, donc la luminosité ne diminue plus. Et puis, quand elle va sortir, la planète va finir de passer devant l'étoile, la luminosité va revenir à la normale. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la méthode de transit. Alors, dans le système solaire, ça se passe aussi à Mercure et Vénus, passent relativement régulièrement devant le Soleil. C'est quelque chose qu'on peut observer. Il y a quelques années, en particulier, on a pu observer le transit de Vénus devant le Soleil. C'était tout à fait spectaculaire. Alors, CTRL-L, super. Alors, la méthode des vitesses radiales, donc comme je l'ai dit, c'est pour accéder à la masse de la planète. La méthode des transits ici, ça va nous permettre d'accéder aux rayons de la planète. D'accord ? La baisse de l'intensité, en fait, va être proportionnelle aux rayons de la planète, ou plutôt au rapport de rayons de la planète aux rayons de l'étoile. Et puis aussi, si on a la chance d'observer plusieurs transits, on va pouvoir déduire la période de la planète. Alors, aussi bien dans le cas de la méthode des vitesses radiales que la méthode des transits,
c'est chaque fois relatif à l'étoile. Donc c'est la proportion de la masse de la planète par rapport à la masse de l'étoile, ou la proportion du rayon de la planète par rapport au rayon de l'étoile. Et donc il faut très bien connaître l'étoile pour connaître la planète. Voilà. Alors juste un tout petit peu d'ordre de grandeur. La profondeur du transit, la baisse de l'éclat de l'étoile, pour Jupiter, ça va être typiquement, autour d'une étoile comme le Soleil, ça va être typiquement de 1%. Pour une Terre, ça va être typiquement 100 fois moins, donc 0,01%, donc 10-4, 10-5. Donc on comprend bien, il faut des instruments très précis, très sensibles pour détecter ça. Et puis la probabilité de transit, on imagine bien que la planète doit passer exactement entre nous et l'étoile. On pourrait imaginer une planète qui fait ceci autour de son étoile et elle ne passerait jamais devant son étoile. Là aussi, c'est fonction de la distance à l'étoile. Si on a une planète qui est très près de l'étoile, on a une probabilité de 25% typiquement. Si on est à 1 an, comme la Terre autour du Soleil, on a une probabilité de 0,5%. Alors, aussi bien donc, la méthode des vitesses radiales que les transits, on va être plutôt sensible aux grosses planètes et à celles qui sont près de leur étoile. D'accord ? Et c'est donc bien pour ça que dans un premier temps, on a découvert des planètes comme ça, et puis que maintenant, on peut aller de plus en plus vers des planètes plus petites et plus éloignées. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, la première découverte d'une planète autour d'une étoile comme le Soleil, mais une autre étoile, mais comme le Soleil, pas une étoile évoluée ou une étoile morte, etc., c'est 51 Pégasi b, et c'est 1995. Donc, il y aura 20 ans l'année prochaine. Alors, ça a été fait par 2 astronomes suisses, qui sont Didier Queloz et Michel Mayor, avec un instrument dont je vais vous parler tout de suite après, qui est situé au Chili. Et ça a été détecté par la méthode des vitesses radiales. Alors, ce qu'on a trouvé, en fait, c'était extrêmement étonnant. C'est un instrument qui avait été designé, qui avait été conçu pour détecter des Jupiters, en fait, des planètes comme Jupiter, mais on pensait que ce serait comme dans le système solaire, des Jupiters à la distance de Jupiter. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une Jupiter, mais avec une période de 4 jours autour de l'étoile. Dans le système solaire, Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, c'est 88 jours autour du Soleil. Donc on est beaucoup plus proche de l'étoile que tout ce qu'on connaît dans le système solaire. Et en fait, c'était une vraie surprise. On ne pensait même pas que ce genre de planète pouvait exister. Les théories n'avaient jamais prévu ça. Et donc, voilà, la première exoplanète qu'on a découverte, une vraie surprise qu'on a appelée une Jupiter chaud, c'est-à-dire une Jupiter extrêmement proche de son étoile. Alors maintenant, je vais passer de 1995 à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des exoplanètes et comment est-ce qu'on en est arrivé là en un peu moins de 20 ans. Alors, je vous ai parlé des 2 grandes méthodes de détection des exoplanètes, les vitesses radiales et les transits. Ici, on a le nombre de détections en fonction de l'année de découverte. Donc, première découverte, 1995. Aujourd'hui, 2014, on est à un peu plus de 1700 exoplanètes connues, dont la plupart, comme on le voit, ont été découvertes par les transits, en vert, et l'autre grosse méthode, en rouge, par les vitesses radiales. Alors, il y a quelques méthodes dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce qu'elles sont beaucoup plus compliquées, peut-être moins fiables, et également, elles donnent lieu à très peu de découvertes, comparativement aux vitesses radiales et aux transits. Voilà. Alors, quels sont les instruments qui ont permis d'en arriver là, à peu près, en particulier ici, voilà, l'explosion du nombre de planètes découvertes en 2014. Alors, la star des vitesses radiales, c'est HARPS. C'est avec cet instrument qu'on a découvert la première exoplanète, 51 Pégasi b, dont je vous ai parlé. C'est un instrument qui est depuis 20 ans maintenant au télescope de la CIA. HARPS Sud est au télescope de la CIA, de 3,6 mètres de la CIA au Chili. HARPS, c'est toujours le leader à contester en la matière des vitesses radiales. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on a décidé de construire une réplique qui cette fois est installée dans l'hémisphère nord, aux Canaries. Alors il faut savoir que si vous avez voyagé dans le sud, vous le savez, que le ciel du sud et le ciel du nord, ce sont des étoiles différentes. Donc c'est pour ça qu'on aime bien en général avoir des instruments dans le sud et des instruments dans le nord, puisque ce n'est pas du tout les mêmes étoiles qu'on va observer. Alors HARPS a une précision de 2 à 3 mètres par seconde. Alors pour donner une idée, Jupiter autour du Soleil, donc à la distance de Jupiter, en temps de révolution, c'est 12 mètres par seconde. Donc HARPS, c'est quelque chose qui est tout à fait capable de détecter des Jupiters dans d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires.
Je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard. Alors ARPS a découvert plus de 100 exoplanètes, dont de nombreux systèmes planétaires, donc là où on a 3, 4, voire 7 ou 8 planètes dans le même système. Alors, l'autre projet SOL très efficace, cette fois-ci c'est de la recherche de transit, c'est WASP, pour Wide Angle Search for Planets. Alors, ce sont des petits télescopes qui observent chacun dans une direction, donc c'est pour ça que c'est si efficace, c'est qu'on observe beaucoup d'étoiles en même temps. WASP Nord est aussi aux Canaries et WASP Sud est en Afrique du Sud. Et WASP a permis la découverte de plus de 130 exoplanètes. Alors surtout des Jupiters chauds, parce qu'on est sur des petits télescopes autour principalement d'étoiles brillantes. Et puis comme je l'ai expliqué, les Jupiters chauds, c'est vraiment les exoplanètes les plus faciles à détecter. Parce que la probabilité de transit est élevée et parce que la baisse d'intensité due au passage devant l'étoile est très grande, relativement grande. Alors, je m'en voudrais de ne pas parler de notre télescope liégeois, qu'on a appelé TRAPPIST. C'est parfaitement sérieux, ça veut dire Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. Alors, c'est un petit télescope qu'on a installé à La Silla au Chili, mais qui est robotique, c'est-à-dire personne n'est sur place, on le guide depuis Liège, depuis notre ordinateur, à distance. On va de temps en temps sur place au Chili, je vous rassure, mais habituellement, on n'a pas besoin de se déplacer, il se débrouille tout seul, ou plutôt on le pilote à distance. Alors, TRAPPIST est fait pour chercher et confirmer des transits. Elle est en particulier en collaboration avec WASP pour confirmer des exoplanètes détectées avec WASP, parce que TRAPPIST est un télescope beaucoup plus grand, et donc pour confirmer des exoplanètes. À ce jour, plus de 80 exoplanètes détectées. Alors, je vous ai expliqué en particulier que les transits, c'était sensible donc, à la baisse de l'intensité de l'étoile. Et donc, si on veut être de plus en plus précis, si on veut aller sur des planètes de plus en plus petites et de plus en plus loin de l'étoile, il faut aller dans l'espace, parce que dans l'espace, on s'affranchit de l'atmosphère de la Terre, qui va faire, vous savez tous si vous regardez le ciel, qui va faire un peu scintiller les étoiles. Et donc, si on veut observer des dixièmes de pourcent, des centièmes de pourcent, il vaut mieux aller en dehors de l'atmosphère, où là, c'est beaucoup plus stable, on a des courbes de lumière beaucoup plus stables. Et on peut donc aller chercher des planètes plus petites que ce qu'on peut faire depuis la Terre. Alors, le pionnier s'appelle COROT, s'appelait COROT. C'est un satellite européen mené par la France, mais où la Belgique a participé de très près, qui a volé de décembre 2006 à décembre 2012. Donc, COROT, malheureusement, est terminé à l'heure actuelle. Alors, COROT a détecté 23 exoplanètes. Alors, c'est peut-être pas un nombre très impressionnant, mais a détecté la première super-Terre, c'est-à-dire une planète un peu plus grosse que la Terre, mais plus petite que les planètes géantes, plus petite que Neptune. Et à l'époque, c'était la plus petite exoplanète qu'on n'avait jamais découverte. Donc vraiment un caractère de pionnier, je veux dire, pour COROT. Alors ce que COROT a fait éventuellement, je vous ai expliqué que pour bien connaître l'exoplanète, il faut bien caractériser l'étoile. Alors ce que COROT a fait également, c'est d'étudier les étoiles par astérosismologie, c'est-à-dire par l'étude des pulsations des étoiles. Et de là, on peut arriver à une caractérisation très précise des étoiles, notamment concernant leurs rayons. D'ailleurs, Kepler aussi a fait cette double mission de recherche de transit d'exoplanètes et d'astérosismologie. Alors, Kepler, c'est la star incontestée de la recherche de transit planétaire, puisque à ce jour, près de 1000 exoplanètes ont été découvertes par Kepler et près de 4000 restent à confirmer. Donc l'immense trait vert, là, vous vous rappelez de l'année 2014, voilà, ici c'est Kepler essentiellement. Alors ici aussi, mais je veux dire le gros des résultats a été annoncé cette année. Donc Kepler, alors COROT c'était 27 cm. Kepler, c'est 95 cm, donc quasiment 1 mètre, donc c'est un beaucoup plus gros télescope, qui est beaucoup plus sensible, forcément, puisqu'il est beaucoup plus gros. Et puis, il a une stratégie aussi plus efficace, je vais dire que COROT, disons qu'il était vraiment dédié à découvrir le maximum d'exoplanètes possibles, et donc il a observé le même champ, s'il y a des astronomes amateurs parmi vous, vous connaissez, c'est la constellation de la Lyre et du Cygne, donc entre Deneb et Vega. Il a observé ce même champ pendant un peu plus de 4 ans. D'accord, ce qui lui a permis de découvrir non seulement des petites planètes, parce que c'est un grand télescope très sensible, mais également des planètes avec des périodes de révolution assez longues. Pas juste quelques jours, mais plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. Alors juste
peut-être que vous avez entendu parler donc, que Kepler était mort. En fait, pour observer un champ fixe dans l'étoile, dans le ciel, il faut stabiliser le télescope de façon extrêmement fine, parce que si ça bouge un petit peu, on ne va pas pouvoir détecter des toutes petites variations d'éclat de l'étoile. Et malheureusement, un de ces appareils qui servaient à maintenir Kepler dans un champ fixe est tombé en panne. Et donc, on ne peut plus pointer Kepler de façon très très stable. Et donc, la mission a été redéfinie en ce qu'on a appelé Kepler 2, K2, qui maintenant, il observe 80 jours, donc un peu plus de 2 mois, c'est déjà beaucoup, et il observe des champs de l'écliptique, donc là où il y a les constellations du zodiaque, et là, il peut être relativement stable. Et donc, je pense que les tout premiers résultats de K2 sont arrivés il y a quelques semaines, et je pense qu'on va de nouveau entendre parler de Kepler dans les semaines, voire dans les mois à venir, parce que sa mission n'est pas terminée, il y a encore de belles choses à découvrir avec ce télescope. Donc voilà un peu pour les différents télescopes, les différentes missions spatiales qui ont permis d'arriver à ces 1700 exoplanètes découvertes à l'heure actuelle. Alors maintenant, je vais un petit peu faire la synthèse de ce qu'on connaît à l'heure actuelle à partir de ces découvertes-là. Première chose, c'est que les planètes autour des étoiles, ça semble la règle, pas l'exception. Si on fait des statistiques en extrapolant ce qu'on a découvert, notamment à partir de la probabilité de transit, on pense qu'à peu près toutes les étoiles ont des exoplanètes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement courant dans l'univers. Alors, je vous ai parlé des Jupiters chauds. La plupart, je ne dis pas la plupart, mais il y a, en tout cas au début, c'était vraiment le type d'exoplanète qu'on découvrait. On en connaît à peu près 200 ou 300, donc sur 1700. Mais si on pondère ça par le fait que c'est les planètes les plus faciles à observer, à découvrir, on constate qu'environ 5% des étoiles comme le Soleil ont une de ces Jupiters chaudes. C'est assez étonnant, parce que c'est vraiment un type de planète qu'on n'avait pas du tout imaginé. Alors un résultat un peu plus étonnant, enfin toujours très étonnant, c'est qu'au moins 50% des étoiles du type solaire ont un système compact, c'est-à-dire avec des orbites, avec beaucoup de planètes, avec des orbites très très proches de l'étoile. Ici, on a la même échelle pour, par exemple, le système Kepler 11 et pour les systèmes solaires, avec Mercure et Vénus, qui sont plus proches que nous du Soleil. Et on voit que sur la même orbite, dans Kepler 11, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes. Voilà. Et ce n'est pas du tout un exemple isolé. La plupart des systèmes Kepler qu'on a découverts comme ça, il y a parfois 7-8 planètes dans une orbite vraiment, vraiment minuscule, plus proche qu'à la Terre du Soleil. Alors aussi, un grand résultat de ces dernières années, c'est que les exoplanètes les plus courantes en fait, à l'échelle de la galaxie, c'est ce qu'on appelle les super-Terres. Au moins la moitié des étoiles comme le Soleil ont une super-Terre. Une super-Terre, c'est un objet dont la taille est comprise entre la Terre et Neptune. Alors la Terre, c'est la plus grosse des petites planètes, et Neptune, c'est la plus petite des grandes planètes. Voilà. La Terre, c'est principalement constitué de roches. Neptune, c'est principalement constitué de gaz. Donc la grande question, c'est quelle est la nature de ces super-Terres? Et les théories peuvent presque pas répondre à ce sujet. Ça peut être tout à fait des petites boules de gaz que des vraies grosses super-Terres. Donc rocheuses, etc. Alors, à l'heure actuelle, on a pu lever le voile l'année passée. On commence tout doucement à lever le voile sur ce type d'objet, notamment avec cette planète que j'ai pu étudier, où on a observé à la fois en transit, donc on a le rayon de la planète, et en vitesse radiale, donc on a la masse de la planète. Alors, bon, voilà les chiffres, 2,25 fois le rayon de la Terre et 7,5 fois la masse de la Terre, ce qui nous permet de déduire la densité de cette planète et de savoir si elle est principalement constituée de roches ou de gaz. La Terre, principalement constituée de roches, c'est 5,5, une densité de 5,5. Tandis que typiquement Saturne ou Jupiter, c'est une densité qui sont faites de gaz, c'est à peu près une densité de 1, 1,5. Et donc ici, on a vraiment quelque chose d'intermédiaire entre une planète rocheuse et une planète gazeuse avec une densité de 3,9. Alors j'ai demandé à des collègues spécialistes d'intérieur, de composition d'intérieur de planètes, et ils m'ont dit que ça pourrait être typiquement quelque chose qui fait à peu près 60% de roches, 40% de glace, qui sont plus légères que les roches, et de 0 à 2% de gaz. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un sol sur ces planètes-là, il peut y avoir une toute petite atmosphère, et donc c'est quelque chose qui pourrait potentiellement abriter la vie. Et sachant que c'est des exoplanètes très très courantes à l'échelle de l'univers,
c'est vraiment sur ça que les efforts vont se focaliser dans les années à venir. Je vais en parler. Alors, oui, voilà. Alors, un résultat aussi très très étonnant, mais qui semble se confirmer, il y a toujours plus de publications sur ce résultat, c'est que notre système solaire en fait semble assez atypique. On ne trouve pas souvent des systèmes comme le nôtre, avec les petites planètes qui sont proches et les grosses planètes géantes qui sont loin. Seulement 10 à 15% des étoiles comme le Soleil ont un système comme le nôtre. Et en particulier, des Jupiters à la distance de Jupiter. Je vous ai dit tout à l'heure que les instruments de vitesse radiale sont tout à fait capables de détecter un Jupiter. Et puis on fait des vitesses radiales depuis plus de 20 ans maintenant. Donc les Jupiters à la distance de Jupiter, c'est quelque chose qu'on sait détecter, mais on en connaît vraiment très très peu. En fait, typiquement, 10-15% des étoiles ont une Jupiter à la distance de Jupiter. Alors c'est une question assez intéressante, parce qu'on peut imaginer que Jupiter a contribué, sinon à l'émergence, mais en tout cas à la complexification de la vie sur Terre, parce que Jupiter a permis de dévier des tas d'astéroïdes qui, au lieu de tomber sur la Terre et de faire comme ça un reset, de remettre à zéro la vie sur Terre à cause de la chute d'astéroïdes et de météorites sans cesse, Jupiter les a déviés et ça a peut-être permis l'émergence, pas l'émergence, mais disons la complexification de la vie sur Terre. Voilà, c'est une hypothèse. C'est un peu comme la tectonique. Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement pas très important? Le rôle de Jupiter dans la complexification de la vie sur Terre, c'est une question ouverte. Enfin, le nombre de planètes dans la zone habitable de leur étoile est astronomique. C'est un petit jeu de mots. Dans notre galaxie, typiquement, on a 200 milliards d'étoiles. Et on calcule qu'il y a typiquement 30 milliards de planètes au bas mot qui pourraient être dans la zone habitable de leur étoile. Et que la plus proche doit être dans le voisinage, à 10-15 années-lumière. Donc voilà un peu le statut actuel des exoplanètes. Alors j'ai lâché le mot, zone habitable. On en a déjà parlé au premier cours. Ce que j'appelle moi zone habitable ici, c'est là où l'eau liquide est possible en surface. D'accord ? Donc pas trop près de l'étoile, là où l'eau serait sous forme de gaz, sous forme de vapeur d'eau, et pas trop loin, là où l'eau serait sous forme de glace. Donc vraiment, typiquement, entre 0 et 100 degrés, disons, voilà, 20, 30, 40 degrés. Alors la zone habitable dépend de la masse de l'étoile. Les naines rouges, ce sont des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le Soleil, qui sont beaucoup moins lumineuses que le Soleil. Et donc, si on veut arriver à une température où l'eau peut être liquide, 20 à 30 degrés, il faut être beaucoup plus proche de l'étoile. Pour les étoiles les plus petites qu'on connaisse, la zone, donc la Terre met 1 an à faire le tour du Soleil. On est vraiment collé à l'étoile, on a quelques jours, voire quelques heures pour la zone habitable. Voilà. Par contre, pour les étoiles beaucoup plus massives, la zone habitable est plus éloignée, parce que ce sont des étoiles qui sont 10 fois, 20 fois plus chaudes que le Soleil. Et donc, il faut être beaucoup plus loin pour avoir une température confortable pour la vie. Cela dit, plus une étoile est massive, moins longtemps elle va vivre. Et donc, on pense qu'autour des très grosses étoiles, des étoiles bleues, des étoiles blanches, la vie n'a pas vraiment le temps de se développer parce que c'est des étoiles qui vivent à peine quelques centaines de millions d'années, même pas un milliard d'années. Et donc, pour que la vie ait le temps de se développer, il faut que l'étoile ait une vie suffisamment longue. Donc, on cherche plutôt la vie en fait, autour des étoiles comme le Soleil ou des étoiles plus petites, et non pas autour des étoiles plus massives. Alors, je vais vous parler maintenant, pour terminer, de nos projets dans les années à venir. Ce qu'on veut, évidemment, c'est trouver des exoplanètes habitables, c'est-à-dire des exoplanètes dans la zone habitable de leur étoile, au moins dans un premier temps. Alors, à l'heure actuelle, sur les 1700 et des exoplanètes qu'on connaît, il n'y en a même pas une dizaine, ça se compte même sur les doigts d'une main, qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Et encore, par exemple, ici, c'est l'exemple le plus célèbre, je vais dire, de Kepler 186f, qui est dans la zone habitable de son étoile, mais tout ce qu'on sait de la planète, en fait, c'est son rayon. On ne connaît pas la masse de la planète, on ne sait pas du tout ses conditions de surface, on ne sait pas s'il a une atmosphère, etc. Donc, voilà, c'est un peu ça à quoi on est limité à l'heure actuelle. C'est simplement de savoir qu'une planète est dans la zone habitable, mais on n'en sait pas plus à l'heure actuelle.
Alors, le satellite Khéops, Emmanuel en a un tout petit peu parlé. Oui, voilà, c'est un satellite auquel je participe à la préparation et je participerai aussi à l'exploitation des données, en particulier au niveau de la caractérisation des étoiles. C'est un satellite qui sera lancé en 2017, mené par la Suisse, mais également avec d'autres pays comme la Belgique. Alors, la Belgique il paraît que fait le baf d'entrée ici et la porte. Donc c'est une responsabilité très importante parce qu'il faut que la porte s'ouvre au bon moment. Sinon on va rire de nous, comme d'habitude. Alors, que va faire Khéops? Il va mesurer à la fois la masse et le rayon, donc la composition, donc la densité, donc la composition des super-terres. Voilà, il va vraiment se focaliser sur ces planètes-là. Et puis il va essayer d'aller jusque dans la zone habitable, autour d'étoiles comme le Soleil et un peu plus petites que le Soleil. Donc Khéops, les super-terres. Pour les terres, pour aller chercher les terres dans la zone habitable autour de notre Soleil, c'est Plateau, la mission Plateau, qui sera lancée en 2024, qui est une mission européenne, toujours ESA, auquel participe la Belgique. Et puis, là aussi, je m'en voudrais de ne pas parler de notre projet liégeois Speculoos. Alors, pareil, ça veut dire Search for Planet Eclipsing Ultra Cool Stars. Et là, ce qu'on veut faire, c'est trouver des terres dans la zone habitable autour des naines rouges ultra froides, donc là où la zone habitable est beaucoup plus proche de l'étoile. Et donc c'est plus facile, entre guillemets, de chercher ces étoiles-là, on n'a pas besoin d'aller dans l'espace, on peut faire ça depuis le sol. Et on a obtenu du financement pour construire tous ces télescopes, et on est en phase de construction, première lumière d'ici, on l'espère, 1 an. Et donc, restez au courant, et je vous dirai d'ici 1 an ou 2 ce qu'on a fait avec ce projet-là. Alors, ce n'est pas tout de détecter des exoplanètes habitables. Ce qu'on veut faire, évidemment, c'est détecter la vie sur ces exoplanètes. Alors, aller sur place, évidemment, ce n'est pas un secret, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop loin. Et donc, comme habituellement en astronomie, ce qu'on va faire, c'est regarder à distance. Et en particulier, on va étudier l'atmosphère de ces exoplanètes habitables et voir si on a des traces de vie, ce qu'on appelle des biosignatures dans l'atmosphère de ces planètes. Pardon. Donc, typiquement, la Terre, ici, on voit que c'est une atmosphère assez différente de Mars ou de Vénus, par exemple. Notamment, on a de l'eau, et puis on a surtout de l'oxygène. L'oxygène étant un élément très réactif, s'il n'y a pas une continuelle réalimentation en oxygène, s'il n'y a pas quelque chose qui ramène tout le temps de l'oxygène dans une atmosphère, c'est quelque chose qui réagit à peu près avec tout, et donc avec du CO2 par exemple, et donc il n'y aurait pas de traces d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre s'il n'y avait pas de vie sur Terre. Donc typiquement, ce qu'on cherche, c'est la présence, ce qu'on va chercher autour des exoplanètes, enfin dans les atmosphères d'exoplanètes habitables, c'est la présence simultanée d'eau, d'oxygène et de CO2, qui est un sous-produit de l'utilisation de l'oxygène par des êtres vivants, comme nous. On respire de l'oxygène, on rejette du CO2. Alors, c'est toujours un peu le même débat que la semaine passée. Ça peut se focaliser sur ce qu'on connaît, entre guillemets, présence d'eau, basée sur la photosynthèse, etc. C'est assez difficile d'imaginer des formes de vie qui sont basées pas dans l'eau liquide ou qui ne sont pas basées sur le carbone, etc. Donc voilà, c'est vraiment sur ce quoi on va se focaliser dans les années à venir. Alors, il va nous falloir des super télescopes, des super missions spatiales pour ça, mais ça tombe bien, elles sont dans les cartons. Alors, tout d'abord avec le successeur du télescope spatial Hubble, qui va s'appeler le James Webb Space Telescope, qui va être 6,5 mètres de diamètre dans l'espace. Hubble fait 2 mètres, je crois, donc vraiment beaucoup plus gros. Et vraiment un instrument avec des instruments qui sont vraiment dédiés notamment à l'étude des atmosphères planétaires, et donc vraiment très prometteur, avec un lancement vers 2020. Alors, on nous promet ça d'ici la fin de la décennie, vers début 2020. On espère que ça va tenir ses promesses. Donc, James Webb, c'est américain, c'est NASA. Du côté européen, on a un projet SOL qui s'appelle l'Extremely Large Telescope, donc télescope extrêmement grand, qui est le successeur des VLT, qu'on voit ici à l'échelle. Hein. VLT, c'est Very Large Telescope. Bon. Si on m'avait demandé, j'aurais trouvé d'autres noms que ça, mais voilà. Les VLT, c'est 8 mètres de diamètre. Oui, j'ai presque fini. Ici, le VLT, ça va être 40 mètres de diamètre, donc vraiment un gros gap.
Alors pareil, première lumière en 2022, voilà, c'est environ. On a commencé à dynamiter la montagne sur laquelle on va placer le LT l'année passée. Et puis voilà, on espère que ça va bien avancer et que tout ça va tenir ses promesses. Donc voilà, en résumé, on a au bas mot des centaines de milliards de planètes rien que dans notre galaxie, et dont des dizaines de milliards, là aussi au bas mot, dans la zone habitable de leur étoile, donc ni trop près, ni trop loin. J'ai montré que les techniques de détection étaient en progrès constant depuis 20 ans. Alors les techniques, c'est quelque chose qu'on a imaginé depuis très longtemps, mais c'est seulement depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années que les instruments sont assez précis pour aller détecter des exoplanètes. Et puis, la partie la plus enthousiasmante, à mes yeux, c'est que la détection de traces de vie, de biosignatures, donc d'études de l'atmosphère d'exoplanètes, est à notre portée, d'ici avec les grands projets qui sont définis, et donc d'ici 10 à 20 ans. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue et je vous remercie pour votre attention.